Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker et partager la vidéo. Débutons tout de suite ce 6e épisode de l'Actu du Front. Partons tout de suite du côté de l'Allemagne où lors d'un discours sur le futur de la Bundeswehr, le chancelier allemand Olaf Scholz a exhorté l'Europe à assumer davantage de responsabilités au sein de l'OTAN. Une fois de plus, le chancelier allemand a souligné que l'invasion de l'Ukraine par Moscou était un tournant dans l'histoire européenne et a souligné l'importance des forces armées allemandes dans cette nouvelle situation. Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine tentait de redessiner les frontières dans le but de faire de la Russie une puissance impériale en Europe et que les Européens devront maintenant assumer beaucoup plus de responsabilités au sein de l'OTAN. D'après lui, l'Allemagne doit s'habituer au fait que la Russie se définira comme un adversaire pour elle, pour l'OTAN et pour l'Union européenne dans un avenir prévisible. Il a déclaré qu'en tant que pays le plus peuplé, avec la plus grande puissance économique et positionné au milieu du continent européen, l'Allemagne était prête à assumer la responsabilité principale de la sécurité du continent et que l'armée allemande devait devenir la pierre angulaire de la défense conventionnelle en Europe, la force la mieux équipée, a-t-il ajouté. De toute évidence, Berlin ne considère plus le moins du monde que l'Europe de la défense doit être construite autour du couple franco-allemand, ni même que la France puisse jouer un rôle déterminant dans l'organisation de la défense du vieux continent. Il s'agit dans les propos d'Olaf Scholz d'un sujet qui ne concerne que l'Allemagne et l'OTAN, donc les États-Unis, les autres acteurs devant maintenant s'agglomérer autour du pivot central que représentera l'Allemagne. Espérons que nos dirigeants en tirent toutes les conséquences qui s'imposent et arrêtent au plus vite tous les programmes de coopération industrielle de défense avec l'Allemagne, programmes qui sont utilisés par cette dernière pour détruire méticuleusement l'industrie de défense française. Partons en Russie où le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il n'était pas prévu d'ajuster les opérations militaires russes en Ukraine malgré la contre-offensive ukrainienne, affirmant que Moscou n'était pas pressé de terminer la campagne. Le plan n'est pas sujet à ajustement, a-t-il déclaré aux journalistes lors d'un sommet régional en Ouzbékistan. Nos opérations offensives dans le Donbass lui-même ne s'arrêtent pas. Il avance à un rythme lent, mais l'armée russe occupe des territoires de plus en plus récents. Nous ne sommes pas pressés, il n'y a pas de changement, a-t-il ajouté. Poutine a déclaré que la Russie ne combattait pas avec une armée complète, mais uniquement avec des soldats contractuels, et a déclaré que l'objectif principal de la campagne restait la libération de l'ensemble du territoire du Donbass. Il a accusé les forces ukrainiennes de tentatives de perpétrer des actes terroristes et d'endommager les infrastructures civiles russes. Nous sommes pour le moment vraiment limités dans notre réponse, et si la situation continue à évoluer de cette façon, la réponse sera plus sérieuse, a-t-il fini par ajouter. Si ces paroles se veulent rassurantes pour le peuple russe, on voit mal comment la Russie pourrait maintenant augmenter son effort de guerre de manière significative, sachant qu'elle a le plus grand mal à reconstituer ses pertes aussi bien humaines que matérielles. En témoigne les chars T-62 modernisés que l'on voit réapparaître sur le terrain, ou la décision des académies militaires russes d'avancer de quelques mois la délivrance des diplômes d'officiers et de sous-officiers afin de compenser les pertes. Quelques jours après ces déclarations, nous en savons maintenant beaucoup plus sur ce qu'entendait Vladimir Poutine par une réponse plus sérieuse. Pour commencer, la chambre basse du Parlement russe a voté des amendements visant à durcir les peines en cas de crimes commis pendant la mobilisation ou la loi martiale en temps de guerre, mais aussi à établir une responsabilité pénale pour les réservistes s'ils ne répondent pas aux convocations ou s'ils désertent. En outre, des sanctions s'appliqueront également en cas de refus d'exécuter un ordre. La possibilité d'un appel des réservistes a plusieurs fois été évoquée en Russie depuis le lancement de l'opération spéciale en Ukraine. Et c'est ce qu'a finalement annoncé ce 21 septembre le président russe lors d'une allocution télévisée où il a annoncé qu'il venait de décréter une mobilisation partielle en Russie. Cette mobilisation partielle concernera principalement les réservistes relevant de certaines spécialités, ainsi que ceux ayant une expérience du combat. D'après le ministre russe de la Défense, ce sont ainsi 300 000 hommes qui renforceront les forces armées russes dans les jours à venir. Les personnes travaillant dans l'industrie de l'armement seront exemptées de mobilisation. Le fait que le président russe Vladimir Poutine ait rompu sa propre promesse de ne pas mobiliser une partie de sa population est un aveu de l'échec de son invasion de l'Ukraine, et c'est peut-être le début de la fin pour l'armée russe. En effet, un des problèmes majeurs depuis le début de cette guerre pour la Russie est la difficulté à approvisionner son armée, aussi bien en matériel qu'en vivres et munitions. Sachant qu'actuellement, elle n'arrive à combler ses pertes qu'en ressortant du placard du matériel vieux de plus de 60 ans, avec quoi vont être équipés les 300 000 soldats qu'elle va envoyer au front? Comment va-t-elle les nourrir et les protéger alors que le froid arrive à grands pas et que les conditions de vie des soldats russes étaient déjà extrêmement difficiles? Si la Russie envoie ses hommes au front sans le minimum vital pour pouvoir mener un combat, les pertes risquent d'être extrêmement élevées et rapidement insupportables pour la population.
Ce n'est peut-être pas Volodymyr Zelensky qui mettra fin à cette guerre, mais les mères russes qui, comme pour l'Afghanistan, ne voudront plus envoyer leurs fils à une mort certaine. Il semble que cette annonce rencontre déjà une forte opposition en Russie. Les recherches sur internet pour vérifier qui est concerné, acheter un billet d'avion ou trouver des méthodes pour ne pas être mobilisé ont explosé mercredi matin. Selon les données Google Trends, les requêtes Google en Russie sur quitter la Russie ont connu un pic, avec 100 fois plus de recherches qu'habituellement. Mais aussi plus étonnant, la recherche Comment se casser le bras a connu elle aussi un pic peu après l'allocution de Vladimir Poutine. Si on présente souvent la Russie comme une dictature, il existe pourtant encore une opposition politique, et celle-ci semble se réveiller puisque des députés ont demandé à la Douma d'accuser Vladimir Poutine de trahison, celui-ci pouvant être démis de ses fonctions s'il est accusé de crimes graves ou de trahison. Quittons la Russie pour Taïwan, où un changement majeur est en train de s'opérer avec les États-Unis. En effet, un comité sénatorial a fait le premier pas pour que les États-Unis fournissent directement de l'aide militaire à Taïwan. Pendant des décennies, les États-Unis ont vendu des armes à Taïwan, mais la nouvelle législation ira plus loin en fournissant une aide américaine à la sécurité de 4,5 milliards de dollars sur 4 ans, une étape qui ne manquera pas d'exaspérer Pékin. Elle prévoit également des sanctions contre la Chine si elle utilise la force pour tenter de s'emparer de l'île. Avec le soutien des républicains et des démocrates, la Commission sénatoriale des relations étrangères a approuvé le Taiwan Policy Act, présenté comme la mise à niveau la plus radicale de la relation Taïwan-USA depuis que les États-Unis ont transféré la reconnaissance de Taipei à Pékin en 1979. Le sénateur démocrate qui dirige le comité a déclaré que les États-Unis ne recherchent pas la guerre ou des tensions accrues avec Pékin, mais qu'ils devaient être lucides. Nous rédigeons prudemment et stratégiquement les menaces existentielles auxquelles Taïwan est confronté en augmentant le coût de la prise de l'île par la force afin qu'elle devienne trop risquée et irréalisable, a-t-il déclaré. Le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat et la Chambre des représentants. La Maison-Blanche n'a pas précisé si le président Joe Biden signera le projet de loi, bien que le fort soutien dont il bénéficie puisse signifier que le Congrès pourrait annuler tout veto potentiel. Le bureau de la présidente taïwanaise a déclaré avoir exprimé sa sincère gratitude aux États-Unis pour avoir une fois de plus démontré leur amitié bipartite et leur soutien à Taïwan. Alors qu'est-ce que cela va changer concrètement ? Dans la forme, pas grand-chose. En vertu de la loi, les États-Unis ne reconnaîtront toujours pas Taïwan diplomatiquement. La Chine considère l'île comme son territoire et s'oppose fermement à toute légitimité internationale pour Taipei, qui s'est transformée en une démocratie dynamique et une puissance économique majeure au fil des décennies. Cependant, la nouvelle loi éliminerait bon nombre de stratagèmes qui avaient été mis en place afin de ne pas irriter la Chine en impliquant une reconnaissance. Par exemple, le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei serait rebaptisé Bureau de représentation de Taïwan, et le gouvernement américain serait chargé d'interagir avec Taïwan comme il le ferait avec n'importe quel gouvernement. On a ici la création d'une ambassade qui ne dit pas son nom. L'envoyé supérieur des États-Unis à Taipei serait renommé représentant et aurait besoin d'une confirmation par le Sénat, tout comme un ambassadeur classique des États-Unis. La loi désignerait également Taïwan comme un allié majeur non OTAN, un statut pour les partenaires militaires américains les plus proches en dehors de l'Alliance transatlantique. Le projet de loi stipule également que les États-Unis fourniront des armes propres à dissuader les actes d'agression de la Chine plutôt que simplement des armes défensives. En plus du financement de 4,5 milliards de dollars à Taïwan, la loi autoriserait 2 milliards de dollars de garantie de prêt pour que Taïwan achète des armes américaines. Joe Biden, plus tôt cette année, a semblé mettre fin à des décennies d'ambiguïté américaine et a déclaré que les États-Unis aideraient directement Taïwan si l'île était attaquée. Ses assistants sont cependant revenus sur ses propos. Si la Russie commence à ressortir ses T-62 modernisés, c'est maintenant au tour de l'Ukraine de faire du neuf avec du vieux, puisque la Slovénie va lui céder 38 chars M55S dans le cadre d'un accord avec l'Allemagne. Le M55S est une version modernisée du char T-55 soviétique, entré en service en 1958 et produit à environ 23 000 exemplaires. Ces chars ont été modernisés il y a de cela 25 ans et disposent maintenant d'un canon de 105 mm de conception britannique en lieu et place du 100 mm d'origine soviétique. Il dispose aussi d'un ordinateur de contrôle de tir lui permettant de tirer en roulant, ainsi que de diverses contre-mesures et d'une nouvelle motorisation reposant sur un moteur diesel de 600 chevaux. Si cette guerre continue de durer, on verra peut-être à nouveau des T-34 sur un champ de bataille d'ici quelques mois. Voilà, ce 6e épisode est maintenant terminé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Actu du Front.